Merci Eric, merci d'être venus nombreux aujourd'hui et merci aux différents partenaires de ce projet Vinaromas de nous convier à cette journée assez riche. Donc pour poursuivre la matinée, je vais vous parler du DMS donc, et de son potentiel dans une approche un peu de pilotage de ses teneurs dans les vins. Donc pour commencer, quelques éléments de connaissance sur cette problématique. Tout d'abord, des éléments sur la contribution sensorielle du DMS. Donc Vincent vous a bien précisé que c'est un composé qui est relativement ambigu. Je reviendrai sur les origines de ce composé et je préciserai ce que l'on entend sous le nom de PDMS et donc de potentiel en diméthylsulfurant. La suite de l'exposé porte sur un ensemble de résultats qui permettent d'illustrer l'impact de certains facteurs sur les teneurs en ce potentiel, que ce soit dans les raisins, au cours de la vinification ou de la conservation des vins. L'idée est d'interpréter ces résultats sous l'angle du pilotage du DMS au cours de la conservation des vins. Donc, pour commencer sur les aspects sensoriels, différents seuils de perception sont donnés pour le DMS, compris entre 5 et 160 microgrammes par litre. Et un certain nombre de documents rapportent des seuils autour de 20-25 microgrammes, qui est un peu une valeur référence. Concernant les teneurs en DMS dans les différents vins, la fenêtre de concentration est très large. Elle s'étend de quelques microgrammes par litre à quelques milligrammes par litre, et on comprend de suite le panel de nuances sensorielles que va pouvoir apporter ce composé. Donc il ne faut pas oublier que pendant longtemps, ce composé a été considéré essentiellement comme un défaut. Il était associé à d'autres composés soufrés légers apportant des nuances notamment de chou. Mais le DMS, ce n'est pas seulement ça, c'est toute une palette de nuances sensorielles, de sous-bois, d'olives, de fruits rouges et de truffes. Donc lorsqu'on perçoit la truffe dans un vin, généralement c'est associé au DMS et il joue le rôle ici de contributeur direct à l'arôme des vins. Mais ce qui nous intéresse particulièrement, c'est sa possibilité à exhauster certaines odeurs de la matrice déjà présentes, et notamment les odeurs de fruits rouges. Et cela à des niveaux de concentration relativement faibles. Donc ce composé interagit avec d'autres molécules et sa matrice, ce qui fait que sa contribution sensorielle est relativement complexe. Concernant l'origine de cette molécule, on sait depuis relativement longtemps que le DMS peut se former au cours de la fermentation sous l'action des levures à partir de différents métabolites et notamment des acides aminés, des dérivés. L'essentiel du DMS qui est formé au cours de la fermentation est généralement entraîné par le dégagement de CO2, ce qui fait qu'à la mise en bouteille, dans la plupart des cas, les teneurs en DMS sont inférieures à 10 microgrammes par litre. Cependant, on sait que le DMS s'accumule au cours de la conservation des vins en bouteille. Il est d'ailleurs considéré comme un arôme de vieillissement. Et plus récemment a été démontrée une seconde voie de formation bien distincte de la première, qui est la formation par une simple réaction chimique au cours du temps, donc libération du DMS à partir du potentiel en DMS, potentiel qui est également présent dans les raisins. Et donc sur ce schéma, on comprend de suite que différents leviers vont probablement s'offrir à nous pour pouvoir jouer sur les teneurs en DMS. Donc avant de vous présenter les résultats, il me semblait important de pouvoir bien définir ce qui se cache derrière le potentiel en DMS. Donc le potentiel en DMS, c'est tout simplement la quantité de DMS qui est libérée lorsque on soumet un échantillon de mou ou de vin dans des conditions d'analyse, donc un traitement à chaud en milieu basique qui permet de libérer ce potentiel. On mesure ainsi de façon indirecte le potentiel en DMS. Donc plusieurs travaux ont été menés pour essayer d'identifier les molécules qui se cachaient derrière ce potentiel. Et la S-méthylméthionine est apparue, de par l'expérience dans la bière, comme un candidat très probable correspondant à l'analyse de ce potentiel en DMS, du fait de son comportement, de sa réactivité chimique très similaire. Donc l'identification de cette molécule dans les jus de Mansin, d'ailleurs, a été établie quelques années plus tard.
il a été démontré que l'AS-méthylméthionine est le précurseur principal du DMS au cours de la conservation des vins, qui est mesuré par l'analyse du PDMS. Donc plus récemment, une corrélation renforce ce lien entre S-méthylméthionine et PDMS, une corrélation qui permet d'établir le lien entre la S-méthylméthionine directement mesurée en HPLC et le potentiel en DMS correspondant. Donc, premier élément qui a une influence sur les niveaux de PDMS dans les raisins, c'est le paramètre maturité. Donc, un dispositif expérimental avait été mis en place sur 3 parcelles de gros mancins, 3 parcelles de petits mancins. Et nous avons prélevé différents lots de raisins à 3 dates de récolte, de manière à produire en vinification standardisée des vins correspondant aux différentes possibilités qu'offrent ces cépages, à savoir des vins secs, des vins doux et des vins moelleux. Donc sur cette période de récolte relativement large, on s'aperçoit que systématiquement les niveaux de PDMS augmentent avec la maturité de façon très importante, pouvant aller d'une première date de quelques centaines de microgrammes par litre jusqu'à plusieurs milligrammes par litre en dernière date. Donc au travers de ces résultats, on a également mis en évidence des spécificités variétales, puisque le dispositif a été reconduit pendant 3 années, montrant que le petit mancin était plus riche que le gros mancin sur ce potentiel. Donc une étude sur différents cépages a été menée et montre que globalement le PDMS est un potentiel qui est largement répandu, puisqu'on en retrouve systématiquement dans tous les échantillons que nous avons étudiés. On notera tout de même que certains échantillons de certains cépages, notamment de Chardonnay, de Chenin, la Roussanne, le Merlot, peuvent présenter des potentiels supérieurs à 100 microgrammes par litre. Donc, compte tenu de l'impact de paramètres culturaux sur ce potentiel en DMS, il n'est pas ici question de comparer vraiment les cépages, mais juste de montrer que c'est un potentiel que l'on retrouve aussi bien dans les cépages rouges que blancs. Donc, la S-méthylméthionine peut jouer différents rôles d'osmolyte ou d'antigel chez des algues marines ou chez différentes plantes qui évoluent souvent dans des conditions relativement extrêmes, notamment de température. Donc, cette molécule semble en relation avec la physiologie de la plante. Et donc, une étude a été menée sur l'influence du stress hydrique sur ce potentiel en DMS. Donc un réseau de 3 parcelles, de 2 Syrah et une de Chardonnay ont été suivis au cours des millésimes 2008 à 2010. Ces parcelles ont été caractérisées au niveau de leur régime hydrique et nous avons suivi le potentiel hydrique foliaire de base pendant ces 3 années et nous avons mesuré dans les échantillons de raisins le PDMS. Donc le traitement en analyse composante principale de l'ensemble de ces données montre une corrélation de fort niveau de PDMS avec des niveaux de stress hydrique faibles après véraison. Donc une information qui intéresse le technologue, c'est la localisation dans la baie de raisin de ce potentiel aromatique. Donc en 2012, très récemment, on a travaillé sur quelques échantillons de gros et de petits mancins, ce qui nous a permis de voir que la pellicule était la partie qui était la plus riche, avec des niveaux de l'ordre de 2 mg par kilo de PDMS, mais que la pulpe en contient également une quantité importante, comprise entre 1,2 et 1,8 mg par kilo. Donc, compte tenu de la répartition pulpe-pellicule pour les raisins de ce cépage, cela nous a permis d'estimer le pourcentage de DMS qui était apporté dans la baie, et on s'aperçoit que l'essentiel de ce potentiel est apporté par la pulpe, avec près de 60%, et que 37% de ce potentiel est contenu dans la pellicule, donc ce qui montre l'intérêt potentiel d'opérations préfermentaires pour essayer d'extraire ce potentiel. Donc c'est ce qui a été réalisé. On voit très bien ici, à partir d'un jus témoin,
que l'utilisation de macération préfermentaire à froid pendant 4 heures ou pendant 16 heures permet un gain de 39% respectivement et de 65% du PDMS dans les jus. Et de la même façon, une opération de stabulation sur bourbe permet un gain de 25%. Donc ce qui confirme que ces opérations préfermentaires peuvent dans certains cas constituer un levier pour augmenter le PDMS des jus. Donc le PDMS est bien présent dans les raisins, on l'a vu. Que se passe-t-il au cours de la vinification ? Toujours au travers de ce dispositif expérimental mis en place sur Mansin dans le sud-ouest, nous avions contrôlé les niveaux de PDMS sur 18 échantillons de raisins et les niveaux de PDMS résiduels dans les 18 vins correspondants issus de vinification standardisée. Donc globalement, on a une perte importante de ce potentiel et on retrouve en moyenne 15 à 20% du potentiel. Donc la question par la suite était de pouvoir identifier quelles étaient les étapes qui impactaient ce potentiel. Donc le premier travail a été d'évaluer l'influence de la levure et des conditions de fermentation, puisqu'on sait que certains micro-organismes sur d'autres produits alimentaires sont capables d'assimiler la S-méthylméthionine et que la levure est armée de certains transporteurs capables d'assimiler cette S-méthylméthionine. Donc on est parti de l'hypothèse qu'en conditions œnologiques, la levure était peut-être capable de l'assimiler. Donc nous avons réalisé un certain nombre d'expérimentations, donc des micro-fermentations au format de 1 litre ou des fermentations à l'échelle pilote, à la fois sur des mous modèles enrichis en S-méthylméthionine, mais également sur des jus de syrah. Et nous avons fait varier de façon classique différents paramètres, que ce soit les souches de levure, des niveaux de carence azotée ou l'utilisation de différents nutriments azotés. Pour chacun de ces essais, nous avons suivi le PDMS entre les mous et les raisins de façon à évaluer la diminution de ce potentiel. Et pour 2 essais de fermentation, nous avons réalisé un suivi assez rapproché de la diminution de ce potentiel. Donc cela correspond au graphique présent ici. Donc sur un mou modèle classique, donc non carencé en azote et enrichi en S-méthylméthionine, correspondant à un niveau de PDMS de l'ordre de 500 microgrammes par litre, on s'aperçoit que dès que la fermentation démarre, on a une diminution très forte du PDMS. Et à partir du moment où la fermentation a atteint sa vitesse maximum, on a quasiment atteint le niveau le plus bas en PDMS, niveau qui restera stable jusqu'à la fin de fermentation. Donc pour revenir aux différents essais menés en fermentation, ici une modalité sur un mou modèle enrichi en S-méthylméthionine, où on a essayé d'évaluer l'effet de différentes souches de levure, donc 4 souches de levure testées. On s'aperçoit qu'il y a une perte systématique de ce potentiel, mais qu'il y a des différences parfois importantes qui peuvent aller du simple au double sur les niveaux résiduels de PDMS, notamment entre la souche 2 et la souche 3. Autre paramètre de fermentation, le niveau de carence azotée. Donc nous avons comparé pour la levure 4 un mou modèle non carencé et un mou modèle fortement carencé. Et on s'aperçoit que en conditions de carence importante, la levure a tendance à assimiler la S-méthylméthionine pour s'en servir comme aliment. Donc le même dispositif a été réalisé sur un mou naturel de syrah. Donc là aussi, on a une perte importante de ce potentiel, donc ce qui confirme le rôle de la levure. Et en tendance, on s'aperçoit que chaque souche s'est comportée de façon relativement similaire entre l'essai sur mou modèle et l'essai en mou naturel. Donc ce qui montre de réelles spécificités de ces souches vis-à-vis de l'assimilation de la S-méthylméthionine et donc probablement en relation avec leurs besoins en azote.
C'est ce que nous avons essayé de comprendre en utilisant différents nutriments azotés. Ici, l'emploi de Fairmade E, qui permet, à partir d'un mou modèle moyennement carencé, d'avoir une préservation, ici pour la levure 5, de ce potentiel en cours de fermentation. Donc l'effet, par contre, n'est pas significatif ici pour la levure 6. Donc le dispositif similaire pour les levures 5 et 6, toujours pareil, avec un ajout de Fairmade E. Et là, on s'aperçoit que le Fairmade E présente un intérêt pour les deux souches, avec une préservation assez importante de ce potentiel. Et donc ces spécificités de souche sont probablement à relier avec le fait que la levure 5 a des besoins en azote qui sont moins importants. Donc on voit bien que l'alimentation azotée a son influence. Donc un des leviers, c'est l'utilisation de la pulvérisation d'azote foliaire. Donc c'est un essai qui a été mené sur une parcelle de Gros Moncin. Ici, on s'aperçoit que l'utilisation de cet intrant permet, entre la modalité témoin et la modalité enrichie en azote, un gain du PDMS directement dans le mou, un gain de près de 60%. Le niveau d'azote dans les mous est également à la hausse, près de 33% d'augmentation, et qu'il y a un effet combiné de ces augmentations qui se retrouvent dans la préservation du PDMS, puisqu'on a un gain en PDMS de 74%. Donc la suite de l'exposé porte sur des résultats concernant la conservation des vins. Donc DMS, arôme de vieillissement. Par contre, il a été généralement assez difficile d'établir des relations directes entre l'âge d'un vin et les concentrations en DMS. Donc ce qui s'explique par des différences de potentiel à la mise en bouteille importantes. Donc c'est pour ça qu'a été introduit la notion de pourcentage de DMS libéré, qui se calcule de la façon suivante. À partir d'un échantillon, quel que soit son millésime, on réalise une mesure de DMS libre et une mesure de potentiel en DMS résiduel. Donc la somme de ces deux paramètres constitue le potentiel en DMS initial, le potentiel en DMS à la mise en bouteille, et le rapport du DMS libre sur ce potentiel en DMS initial constitue le pourcentage de DMS libéré. C'est cette notion que nous mettons en relation avec l'âge des vins, ici au travers d'une corrélation obtenue sur une soixantaine de vins, donc des vins de typologie très différentes, à la fois des vins blancs des appellations Côte de Gascogne et Jurançon pour les cépages Petit et Gros Moncin, des vins rouges de Malbec pour l'appellation de Cahors, et également des vins rouges de la vallée du Rhône, à partir des cépages Grenache et Syrah. Donc la première lecture de cette corrélation, elle se fait entre 0 et 10 ans, où on voit qu'il y a un lien relativement linéaire entre le pourcentage de DMS libéré et l'âge du vin. Donc cette corrélation constitue aujourd'hui un réel outil qui permet d'estimer les quantités de DMS qui vont pouvoir être libérées au cours du temps. Par contre, si l'on regarde en détail la disposition des différents échantillons, donc il y a une certaine diffusion. Et si on se focalise par exemple sur des échantillons âgés de 2 ans, on s'aperçoit que le pourcentage de DMS libéré peut varier de 10 à 35%. Donc ce qui n'est pas négligeable et ce qui montre que d'autres paramètres peuvent influencer la libération de ce DMS. Donc soit des paramètres liés aux conditions de stockage, et on pense à la température, puisque la S-méthylméthionine est un composé qui est relativement sensible à la température, mais aussi des paramètres liés à la nature même de la matrice du vin, et notamment le pH. L'autre partie de la corrélation, c'est tout simplement un plateau qui montre qu'au-delà de 10 ans, le pourcentage de DMS libéré ne dépasse quasiment pas 75%. Alors, à ce niveau-là, on n'a pas de précision, mais uniquement des hypothèses. Donc, deux hypothèses, soit un équilibre chimique entre le potentiel en DMS et le DMS qui s'établit au cours du temps, soit une hypothèse qui nous ramène à la composition du PDMS
Donc, puisque la S-méthylméthionine est le principal précurseur du PDMS, elle a été estimée aux environs de 75%, on peut penser que au-delà de 10 ans, la totalité de la S-méthylméthionine a libéré le DMS, mais qu'il reste dans le vin un certain nombre de molécules que l'on mesure par l'analyse du PDMS, mais molécules qui ne seraient pas capables de libérer du DMS dans les conditions de conservation en bouteille. Donc, pour terminer cet exposé, je ne m'étendrai pas sur les conclusions, les perspectives de recherche que soulèvent ces résultats, mais plutôt des conclusions appliquées. Et donc, le premier aspect est vraiment l'aspect sensoriel. Donc, le DMS peut être dans certains cas un défaut, mais on a vu qu'il peut présenter un intérêt sensoriel, même à des faibles concentrations, très intéressant. Donc, compte tenu de la complexité de sa contribution dans différentes matrices, une étude sensorielle par typologie de produit semble incontournable. Et l'idée est ici de pouvoir déterminer les concentrations en DMS optimales pour une typologie de produit, de façon à bénéficier de sa contribution sensorielle. Et on peut très bien envisager d'utiliser ce composé, son effet exhausteur et notamment des notes de fruité, pour pouvoir pallier à des pertes aromatiques qui interviennent dans les 12 premiers mois de différentes typologies de vin. Donc une fois que l'on connaît les concentrations en DMS optimales, pour un vin donné, dont on connaît par exemple les durées de mise en marché, le modèle que nous avons établi permet de définir le niveau de PDMS qui sera adapté au vin, de façon à pouvoir bénéficier de l'intérêt sensoriel du DMS au cours de la conservation. Et donc c'est à partir de là où on rentre vraiment dans une démarche de pilotage avec un certain nombre de leviers, donc à la vigne ou au cours des opérations préfermentaires. On notera tout de même que le couple souche et alimentation azotée, comme on l'a pu voir sur la problématique de libération d'éthiol, ici est aussi un paramètre très important, non pas pour exploiter ce potentiel, mais pour le préserver et l'exploiter au cours de la conservation. Fin de fermentation, on dispose d'un autre outil qui est l'assemblage. Aujourd'hui, on peut mesurer le potentiel en DMS dans des vins bruts et utiliser cette information-là comme paramètre pour raisonner l'assemblage des vins, de manière à disposer dans les cuvées le niveau de PDMS adéquat avec le vin sur lequel on a travaillé. Et ensuite, c'est la conservation qui va permettre donc la libération de ce DMS. Sur ces aspects conservation, le modèle dont nous disposons aujourd'hui pourra être affiné, notamment sur les paramètres température et pH du vin, de façon à avoir un outil plus fin. Donc je vous remercie pour votre attention et je remercie également les différentes personnes qui ont largement contribué à l'obtention de ces résultats, que ce soit de la Société de l'Allemand, de l'IFEV Midi-Pyrénées ou de l'IFEV de Nîmes, également de l'INRA de Montpellier et bien sûr de l'équipe Niceos qui suit la totalité de ces projets avec beaucoup d'intérêt.